Vous voyez bien mon écran? Merci, tu peux y aller. Ok. Du coup, aujourd'hui, merci à tous d'être venus. Aujourd'hui, je vais vous présenter un travail qu'on a présenté à l'EGU en avril dernier, qui porte sur l'extraction de transport turbulent et l'estimation à haute résolution de flux, donc au-dessus d'un couvert forestier. Donc, c'est un travail qu'on a fait avec Nicolas Bézic à l'IGN, Émilie, à l'UMR Sylva et Mathias. Donc, je vais commencer juste par un petit peu de contexte. Donc, notre objectif dans mon travail de postdoc, c'est d'arriver en fait à une méthode qui pourrait nous permettre d'étudier la dynamique des écosystèmes forestiers une résolution temporelle de l'ordre de la minute jusqu'à l'heure. Et donc, ça pourrait nous permettre en fait d'étudier la dynamique de la conductance de la canopée. Et donc, pour cela, en fait, on a besoin d'avoir quelque chose qui sort d'un peu de l'état de l'art, en ce qui permettrait en fait d'arriver à une haute résolution, à des flux à haute résolution. Et donc, un des objectifs, c'est d'estimer ce flux à haute résolution, mais on a envie de l'estimer, ce flux, seulement le flux qui est porté par un transport turbulent local et à à une vitesse de l'ordre de la minute. Et donc, dans cette présentation-là, en fait, on va utiliser les données de la tour AS, donc, qui est un écosystème forestier, dont la tour fait 30 mètres de hauteur et avec une canopée à 20 mètres. Donc, juste pour récapituler un peu, juste pour résumer un peu, en fait, comment est-ce qu'on fait exactement, en fait, avec une tour et des covariances, comment est-ce qu'on fait pour estimer les flux. Donc, on considère un volume autour de ici, on considère un volume autour de cette tour, et donc on va supposer une certaine homogénéité spatiale qui va nous permettre, en fait, d'extrapoler la mesure qu'on fait à un endroit à tout le couvert forestier. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre, par exemple, ici à 10 mètres au-dessus de la canopée, et on va regarder en fait la covariance entre la vitesse verticale et des concentrations comme la concentration en carbone ou en vapeur d'eau. Pour vous donner un petit aperçu un petit peu plus détaillé de qu'est-ce qui se passe vraiment en fait au-dessus d'un couvert forestier d'un point de vue d'écoulement turbulent, je vous ai trouvé deux petites vidéos que je voudrais vous montrer. Donc, je vais commencer avec une présentation avec une petite. Alors attendez, hop, je fais ça rapidement. Tac. Par contre, on voit pas, Ouais, on a toujours tout c'est à l'heure. normal. C'est normal. Ok. C'est normal, c'est normal, c'est normal. Et donc, je vais vous présenter en fait une simulation donc large eddy simulation. Donc, c'est des simulations en fait large d'eddy. Donc là, normalement, vous devriez voir une vidéo qui tourne. Ouais, parfait. Et donc, en fait, c'est une coupe verticale de ce qui se passe au-dessus en fait, d'un écoulement turbulent à travers une canopée. Donc, au-dessus, vous avez la vitesse verticale de l'écoulement, et en dessous, vous avez l'écoulement. On regarde en fait la concentration par exemple, de la vapeur d'eau ici. Donc ici, c'est un scalaire, mais on peut extrapoler ça en fait à la vapeur d'eau. Et donc, ce que vous voyez, c'est que à hauteur z sur h égale 1, c'est la hauteur de la canopée. Et donc, nous, typiquement, en fait, à S, on est entre 1 et 2. On est à 1,5 à peu près. Et donc, ce que vous pouvez voir, en fait, dans cette vidéo-là, c'est que quand on a un écoulement turbulent, en fait, qui passe, en fait, sur la canopée, on a des structures qui apparaissent, qui sont de plus ou moins grande taille. Et donc, en fait, tout l'objectif, ça va être de s'intéresser aux structures qui vraiment en fait, permettent de faire passer de la vapeur d'eau en fait, dans la haute atmosphère. Donc là, par exemple, si je m'arrête ici, là, vous voyez en bas sur la concentration du scalaire, c'est que vous pouvez avoir des structures qui sont de large échelle et aussi des structures qui sont toutes petites comme ça. Donc vous avez des sortes de micro-fronts à un certain moment. Donc par exemple ici, vous avez une concentration très basse, et sur une toute petite distance, ça va changer à une concentration très haute. Et donc en fait, quand vous voyez ce genre de phénomène-là, c'est souvent corrélé avec une vitesse verticale qui change aussi. Et donc ça, c'est ce qu'on va appeler un eddy. C'est une sorte de structure cohérente locale qui va éjecter ou qui va faire entrer aussi de la matière ou de l'énergie à travers la canopée.
Et donc, en fait, tout le problème, c'est d'être capable de se concentrer seulement sur les choses qui nous intéressent, c'est-à-dire seulement sur les phénomènes physiques, donc le transport turbulent local, c'est ça qu'on appelle, qui vont en fait, participer, qui vont nous permettre en fait d'estimer le flux de l'écosystème, en tout cas une partie du flux de l'écosystème. Donc ça, c'était une simulation. Je vais vous présenter une autre, parce que ce qui nous intéresse aussi, c'est de voir un petit peu qu'est-ce qui se passe dans une vraie simulation plutôt. Donc là, c'est une simulation, je vais vous montrer une simulation dans un laboratoire. Donc là, ce que je vous ai montré juste avant, c'est une simulation qui est dans un... J'ai pas lancé la vidéo. Donc qui est en pleine journée. Mais en fait, on peut aussi... En fait, ce qui se passe, c'est que en fonction en fait des conditions météorologiques, donc si c'est la nuit, si c'est le début de la journée ou si c'est la fin de la journée ou si c'est en pleine journée, les structures turbulentes sont très différentes. Et donc, à chaque fois, on doit s'adapter aux conditions météorologiques pour les calculer. Donc ici, là, ce que vous voyez, donc c'est un peu bizarre parce que là, c'est dans une simulation avec un gaz. Donc ici, c'est une fumée. Et donc, en fait, pour simuler un écoulement stable, donc on travaille en fait avec gravité inversée, bref. Donc c'est un travail qui a été présenté par Finnegan, John Finnegan. Donc ici, vous voyez un écoulement. Donc les petites barres noires que vous voyez ici, c'est notre canopée. Et en fait, ce que vous voyez, c'est la fumée qui s'écoule en fait sur cette canopée-là. Et donc ce que vous pouvez voir, c'est que de temps en temps, là je vais vous montrer un moment, de temps en temps, en fait, on va avoir, en pleine nuit, on va avoir de temps en temps, en fait, un eddy qui va rentrer dans la canopée, qui va faire ressortir beaucoup de matière. Mais c'est des choses qui sont très intermittentes, qui sont difficiles en pratique à isoler. Et en fait, nous, on va montrer qu'on peut plus ou moins isoler ces choses-là. Donc là, par exemple, vous voyez ici, là, il y a un eddy qui est rentré dans la canopée, et puis il va ressortir. Et en fait, en faisant ça, il transporte de la matière. Mais de temps en temps, en fait, on peut avoir, en pleine nuit, on peut avoir aucun eddy qui passe. Et en fait, c'est tout le problème de l'estimation de flux par eddy covariance. Enfin, c'est surtout le problème d'estimer ça avec une seule tour. Donc là, maintenant, je reviens à ma présentation. Donc, en fait, vu que nous, on est isolé localement, ce qu'on observe, c'est juste un signal temporel, parce qu'on ne peut pas avoir une observation spatiale, et donc on observe ce genre de signal-là, et donc de signaux-là. Donc ici, vous avez la concentration en carbone en vert, et en dessous, vous avez la concentration, la vitesse verticale. Et donc, vous voyez en fait que ce qu'on a vu spatialement, on le retrouve aussi temporellement, c'est-à-dire qu'on a des structures. Là, on voit une tendance qui est à basse fréquence et on voit de temps en temps des variations locales très rapides. Et donc, tout l'objectif, ça va être d'être capable d'extraire en fait ces variations locales-là et de les associer au flux de l'écosystème. Donc, en pratique, dans l'état de l'art, ce qu'on fait, c'est qu'on fixe ce qui se passe en fait dans l'état de l'art, par exemple dans le système MIDI Pro, c'est qu'on va prendre une portion, par exemple de 30 minutes, on va retirer la moyenne, donc sur les deux signaux-là, et on va faire la corrélation pour estimer le flux. Le seul problème de cette étape-là, c'est qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on retire quand on retire la moyenne. Donc retirer la moyenne, c'est faire le moins ici, donc c'est-à-dire qu'en moyenne, on retire la moyenne, mais en fait, on ne sait pas vraiment ce qu'on fait. Par exemple, dans la tendance qu'on a ici, si on retire la moyenne, en fait, la tendance, elle est toujours là. Donc, en fait, on a une perturbation qui reste à basse fréquence, et en fait, ça peut nous biaiser les estimations. Donc après, on pourrait se dire, bon, bah ok, je vais raccourcir cette moyenne-là. Sauf que si on moyenne sur une trop de petite largeur, et ben en fait, on va perdre l'information. Par exemple, si je moyenne là-dessus, bah, je vais perdre cette structure-là. Donc, en fait, le truc, c'est que, en fait, dans la méthode standard et d'écovariance, il y a un petit souci sur qu'est-ce qu'on retire des signaux pour essayer d'estimer le flux. Et donc nous, ce qui se passe en fait, c'est que surtout, c'est une méthode qui n'est pas forcément capable de gérer dans un cadre non stationnaire. Et en fait, les signaux sont très non stationnaires. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer un peu de se détacher c'est des méthodes qui existent depuis les années 90, mais là, en fait, on revient en fait sur ces méthodes-là parce elles sont intéressantes. Donc quand on fait une analyse temporelle, c'est ce que fait la méthode idécovariance. Ce qu'elle fait, c'est que là, vous voyez en fait un signal à basse fréquence avec un signal qui est à haute fréquence à 0,5 ici. Et donc en fait, quand on regarde le signal temporel, on voit vraiment
on peut localiser en fait, les deux événements. La partie qui est à basse fréquence et la partie qui est à haute fréquence. Mais le problème, c'est que dans la partie qui est à haute fréquence ici, ben, on ne sait pas en fait si la tendance à basse fréquence est toujours présente. Et donc, une façon de faire, c'est de se tourner plutôt de l'analyse fréquentielle. Parce que l'analyse fréquentielle, elle nous dit en gros de quoi est composé notre signal, s'il est plutôt à basse fréquence ou plutôt à haute fréquence. Et là, on voit sur cette analyse fréquentielle qu'on a une composante à basse fréquence et aussi on a une analyse, on a une composante à haute fréquence. Mais le problème, c'est qu'en faisant ça, on a perdu toute l'information en fait sur la localisation des événements temporels. Donc d'un côté, on a la non-stationnarité, et de l'autre, on a la séparation des échelles. Et en fait, la méthode en ondelette, plus généralement la méthode temps-fréquence, c'est d'avoir un compromis entre les deux. Bien sûr, ça vient avec un coût, mais là, ce qui se passe, c'est qu'on va observer dans l'analyse en ondelette la composante temporelle et la composante fréquentielle à haute échelle. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'ici, on va être capable en fait, de bien séparer les deux événements. Et donc, toute la méthode va reposer sur ça. Et voilà. Et donc, ça va nous permettre en fait, de séparer les différents événements dans des conditions stationnaires, non stationnaires. Et donc, du coup, ça va nous permettre en fait, d'accéder à des résolutions temporelles un petit peu plus hautes que ce qui est fait dans l'état de l'art. Donc, je vais vous montrer donc la méthode qu'on propose. Donc, la première étape, c'est de décomposer en fait les signaux en temps fréquence, donc la visualisation que je vais donner juste avant. Et donc, après, ce qui n'a pas été fait dans l'état de l'art, c'est d'identifier quelle partie de l'espace temps fréquence on va considérer comme étant partie du transport turbulent. Donc ça n'a pas complètement été fait dans l'état de l'art, en tout cas, ça n'a pas été concrétisé, et donc c'est une chose qu'on propose dans notre méthode, et c'est la chose la plus importante. Et donc après une fois qu'on a identifié quelle partie de l'espace-temps fréquence on considère, on va pouvoir intégrer dans l'espace temporel un flux à haute résolution. Donc on part de nos deux signaux. Donc là, vous pouvez voir, on a notre signal de concentration de carbone. Sur la droite, on a la vitesse verticale. Donc là, vous pouvez voir en fait les différentes échelles. Donc ici, on a une variation lente, on a des variations très rapides, et puis on a des variations intermédiaires. Et toute la question, c'est de se dire, bon, bah, la variation lente, bah, on peut considérer que ça ne fait pas forcément partie de notre flux, c'est plus une variation à large échelle. Et en fait, ce genre de phénomène-là, c'est pas vraiment. Est-ce que ça fait partie de quelque chose? Est-ce que c'est juste une déformation? Est-ce que c'est juste, en fait, comme ce que je vous ai montré dans la visualisation juste avant, dans la vidéo, est-ce que c'est juste un moment où la concentration était faible? Ou est-ce que vraiment il y a une structure cohérente, un eddy, qui a vraiment expulsé du CO2 de l'écosystème? Bah ça, on va essayer de montrer comment on fait. Donc une fois que j'ai mes deux signaux, j'ai ma concentration, j'ai ma vitesse, et en fait, je vais pouvoir faire une analyse en fréquence. Donc c'est ce qu'on a juste en dessous, à gauche et à droite. Donc là, vous pouvez voir un peu la même visualisation qu'on a avant, sauf que maintenant, on a réussi à séparer les différents événements. Donc on retrouve tout en bas la variation lente, qui correspond à celle-ci. On retrouve la variation qui est plutôt à moyenne échelle, qui est par ici, et on retrouve aussi toutes les variations très rapides qui sont dans cette portion-là. Ma souris ne marche pas, dans cette portion-là. Et donc vous voyez qu'entre les deux, là, il y a un trou. Donc en fait, on va utiliser ce genre d'information-là. On va voir que, bah, en fait, on peut séparer de manière adaptative la partie basse fréquence de la partie haute fréquence ici. Et donc, c'est les choses, là vous pouvez voir, c'est un peu la même chose aussi sur la vitesse verticale. Vous voyez que les deux visualisations sont corrélées. Et une chose intéressante, c'est que vous pouvez voir que ici, ces deux parties-là sont très corrélées, alors que là, elles sont un peu moins corrélées. Donc, donc là, c'était la transformation des deux signaux individuels. Donc, on a nos deux transformations. On a quelque chose qui est en micromol, qui est en concentration d'un côté, en vitesse de l'autre. Pour former un flux, on va faire le produit des deux. Donc là, vous pouvez voir que en rouge, ça va être un flux de carbone qui va aller vers le haut, et en vert ici, ça va être un flux de carbone qui va vers le bas. Donc là, on voit quelque chose qui est assez cohérent par rapport à ce qu'on s'attendrait d'un écosystème de flux, c'est-à-dire qu'en pleine journée,
on a un flux de carbone qui est négatif, et en pleine et la nuit, en fait, on a la respiration, donc on a le flux de carbone qui va vers le haut. Et donc là aussi, on retrouve en fait le problème qu'on avait, la sorte d'anomalie que je vous avais montré qui est à moyenne échelle, qui est ici. Et donc encore la question, c'est est-ce que ça je l'intègre, est-ce que je l'intègre pas? Ça, on comprend qu'il faut l'intégrer, ça, on comprend qu'il faut l'intégrer, et du coup, il nous faut un critère qui nous dit, ok, ça, qu'est-ce que j'en fais? Donc une fois qu'on a ça, on peut aussi le moyenner, ce qui nous donne quelque chose d'un petit peu plus smooth, c'est-à-dire que ça nous permet en fait de voir en moyenne, hein, en fait, qu'est-ce qui se passe dans le temps. Donc en fait, on va moyenner temporellement les, la décomposition du flux. Donc là, vraiment, ça apparaît de manière claire que ici, il y a de la simulation, et ici, il y a de la respiration. Donc ça, c'est connu depuis les années 90. Donc maintenant, en fait, on va essayer de faire quelque chose d'un petit peu plus... on va essayer de déterminer, de proposer une métrique qui va nous dire ça on l'intègre, et cette partie-là, est-ce qu'on l'intègre ou pas? Comment est-ce qu'on fait pour la séparer? Et donc ça, je vous passe les détails techniques. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va regarder une métrique qui nous dit à quel point un volume d'air au niveau de la tour est déformé en fait par la vélocité, par le champ de vitesse. Donc en gros, si on est dans une période, dans un moment où en fait on a quelque chose qui nous qui déforme très rapidement en fait, qui déforme en fait un volume d'air, ben, en fait on va dire qu'on a une structure cohérente qui est en train de travailler en fait sur d'effectuer en fait un travail sur un volume d'air, et donc en fait ça va nous indiquer qu'il y a quelque chose qui est en train d'expulser ou de faire rentrer de la matière ou de l'énergie dans l'écosystème. Et donc on forme une métrique, donc c'est ce qu'on appelle, je vous passe la métrique, et en fait vous pouvez voir que la métrique, elle est complètement indépendante de la décomposition de flux qu'on avait juste avant. Là on a quelque chose qui travaille seulement sur les vitesses, et donc vous pouvez voir que les deux visualisations qu'on avait sont très corrélées. Et elle nous donne des informations, c'est-à-dire qu'on voit ici quelque chose qui est très cohérent dans l'espace. Là aussi, on voit quelque chose qui est très cohérent. Et maintenant, ça nous donne une information sur qu'est-ce qu'il y avait avant, sur l'anomalie qu'on avait ici avant, qu'est-ce qu'on pouvait faire de cette chose-là. Donc, une fois qu'on a ce genre de métrique-là, on va pouvoir en fait justement seulement se concentrer sur les zones de haute énergie. Donc, les zones de haute énergie, c'est là où on a un travail, où on a une structure qui est en train de vraiment travailler sur le volume d'air, et qui participe au transport turbulent. Donc ça, c'est cohérent. Ça, c'est un processus physique qui est cohérent. Et on voit en fait en bas qu'on a quelque chose qui est beaucoup moins cohérent, beaucoup plus diffus. Et donc, en se basant là-dessus, ce qu'on va faire, je vous passe le détail sur ce truc-là, parce que c'est pas forcément intéressant. Ça sort un peu du cadre de la présentation, mais ça fait partie de notre méthode. En fait, on extrait les zones de haute énergie, et après, on trouve un critère qui nous permet de séparer les zones qui sont stables des zones qui sont instables. Et donc, ça nous permet de séparer en fait ce qui se passe en dessous de ces deux parties-là. Et donc, une fois qu'on a ça, en fait, on a un masque qui nous dit où est-ce qu'il faut intégrer dans l'espace-temps fréquence pour pouvoir intégrer un flux de CO2, de vapeur d'eau, de chaleur. Et donc maintenant, on prend notre décomposition de CO2 ici, on applique notre masque, et là on a enfin un peu une réponse. On a une réponse en fait sur est-ce qu'il fallait intégrer cette chose-là ou non. Donc ici on intègre. Bon, ça tombe bien parce que là on voit vraiment qu'on a euh, un flux positif de CO2. Ici aussi, on a un flux négatif de CO2, c'est intéressant parce que ça nous dit bien qu'il y a des structures cohérentes qui font rentrer du CO2 dans la canopée. Et donc, à partir de là, on va pouvoir intégrer le flux dans ces zones-là, ce qui va nous donner un flux à haute résolution temporelle du CO2. Et donc, si on compare ça avec la méthode standard, on voit qu'elle suit. Et en fait, on obtient quelque chose qui est qui sont très corrélés, mais ça nous donne une réponse. Par exemple, on voit ici que dans la méthode standard, elle intègre cette partie-là, alors que dans notre méthode qu'on propose, elle ne l'intègre pas. Donc là, on voit quelque chose qu'on a une pente beaucoup plus douce que la méthode paradis covariance sur 30 minutes. Et donc en fait, on peut aussi faire varier, c'est ça une chose qui est assez intéressante dans la méthode qu'on propose, c'est qu'on peut faire varier aussi
la façon en moyenne en fait de la décomposition. Donc ça nous donne en fait des flux qui sont plus ou moins, qui rendent plus ou moins en compte les variations en fait euh, des flux. Et donc, je crois qu'il est déjà 23. Je vais plutôt passer à la discussion. Donc, on a fait ça en fait sur des périodes temporelles. Donc, on a étudié notre méthode sur des périodes temporelles en été et en hiver, en pleine nuit et en plein jour. Et donc, ce qu'on voit, c'est que, bon, bah, en plein jour, en fait, quand on est dans des conditions favorables, on a quelque chose qui sont très corrélés entre les deux. Mais ce qu'on peut voir aussi, par exemple, la nuit, c'est que notre méthode, elle donne des prédictions positives de CO2 en général. Donc ici, voilà. Ici, c'est la dispersion en fait de la distribution des prédictions. Et on voit que les décovariances 30 minutes, elles nous donnent souvent des prédictions qui sont négatives en pleine nuit, ce qui indiquerait que la méthode n'est pas forcément viable, et ça en hiver comme en été. Donc, le travail qu'on a proposé, en fait, il va être disponible. Déjà, il y a un papier qui est en préparation. Et aussi, l'intérêt, c'est de proposer ça à la communauté comme un soft qu'ils peuvent tous utiliser. Et donc, il y a un paquet Julia qui a été développé pour ça et que je vais présenter dans 2 semaines dans une conf en Julia. J'espère avoir des retours là-dessus assez rapidement. Voilà. Merci. Merci à toi. S'il y a des questions, Mathias, ah non, t'applaudis. Oui, Laurent. Euh, oui, Thomas, merci Gabriel, c'était super, c'était très intéressant. Je suis pas sûr que j'ai tout compris. Euh, la question que je me pose, la nouvelle méthode, elle a l'air d'être plus intensive en termes de calcul que Mm. l'ancienne. Du coup, comment ça se passe après? Est-ce que tous les données brutes doivent être stockées, ça se fait après, ou est-ce que ça reste avec les nouveaux synthétiques suffisamment puissantes pour faire ça en direct, ce genre de calcul, ou c'est quelque chose que de toute façon, il Alors, faut l'analyser ouais. plus tard? Alors en fait, ce qui se passe, c'est que dans les études qu'on a faites, en fait, si on compare en fait la méthode EdiPro par rapport à la nôtre, EdiPro il fait beaucoup plus de calculs parce qu'en fait, il fait pas mal de tests aussi. Donc en fait, on a quelque chose pour l'instant qui est plus rapide qu'EdiPro, mais on prend pas en compte pas mal en fait de travail qu'EdiPro ne fait pas. Que EdiPro fait que nous on fait pas. Donc il faudrait vraiment, pour être concret, il faudrait vraiment comparer des choux et des choux, hein. Mais la méthode pourrait se faire en temps réel, mais ça demanderait quand même pas mal de travail d'un point de vue technique, je pense. Mais c'est pas quelque chose qui est limitant, je pense. Avec je veux dire, avec le matériel informatique qu'on a maintenant et la mémoire qu'on a maintenant, c'est quelque chose qui n'est pas limitant. Moi, je le fais avec un laptop et ça ne me prend pas beaucoup de temps pour calculer sur une journée. Sur une journée, c'est de l'ordre de la minute, en fait. Ok, J'ai, ouais, ouais, donc, j'ai 24 heures de flux et puis pas que du CO2, hein, j'ai tous les flux, quoi. ouais. Donc, toute la méthode qui calcule plein de flux cinétiques et de vapeur d'eau, chaleur latente, tout ça, chaleur sensible, j'ai tout de l'ordre de la minute, donc ça va. Ouais. Ah ouais, c'est vraiment super, surtout déjà avoir sorti le package, tout ça, Ouais, particle prêt. j'espère que ça va être utilisé, Ah que bah, j'aurai de retour. je suis sûr. Je suis sûr que ça va être utilisé. Ouais. Bah, merci. Damien, Euh, oui, Gabriel, moi je suis certain de ne pas avoir tout compris. Euh, parce que ouais, tous les détails de la description de cette méthode, personnellement, ça m'a dépassé. Mais ma question, c'est donc à la fin, euh, comment est-ce, enfin, c'est même pas comment, c'est quel est l'objectif en fait de comparer ce que tu simules toi avec ta nouvelle approche par rapport à ce que se simule actuellement tel ou tel autre logiciel. Ah, C'est quoi l'objectif derrière en fait? alors en fait, on fait pas de la simulation. Là, c'est vraiment des données qui viennent de la tour de S et on estime vraiment des flux qu'on considère plutôt des flux faits par des structures cohérentes, c'est-à-dire on voit en fait du carbone ou de l'eau qui passe à travers la canopée. Donc après, il y a un travail quand même qu'il faut rajouter au-dessus pour lier ça à des flux d'écosystèmes, mais là, on voit quand même que c'est quand même très corrélé à des flux d'écosystèmes.
La chose qu'on propose vraiment, c'est d'être capable, par exemple, ici, tu vois qu'il y a 2 points qui sont séparés de 30 minutes. Nous, on donne en fait l'information qu'il y a entre les deux. Et on ne le fait pas par une interpolation, on ne le fait pas par quelque chose. C'est vraiment des données physiques qui nous Oui, donnent cette information-là. oui, ça j'ai bien compris, ça c'est la méthode. Voilà, il y a un an, même un peu plus d'un an, quand tu as commencé ce travail-là, on en avait déjà discuté, tout ça, j'ai bien compris, mais euh, le sens de ma question, c'est le fait de pouvoir décomposer à cette échelle de temps-là les flux, qu'est-ce que ça t'apporte, Ah qu'est-ce oui. que ça va apporter de plus, en fait, Et bah, à notre connaissance du fonctionnement d'écosystème? typiquement, ça va te donner par exemple la pente ici. Si tu veux savoir d'une certaine manière comment est-ce que ton écosystème forestier s'adapte à des variations, par exemple, du rayonnement. Là, je ne vous ai pas présenté ça, mais ici, on est dans des conditions de rayonnement qui sont idéales. Mais de temps en temps, en fait, quand on a des variations de rayonnement, on va avoir une réponse dans les flux. Et ça, c'est quelque chose qui peut nous donner des informations sur comment est-ce que la conductance de la canopée s'adapte à du rayonnement extérieur. C'était ça l'idée de base du projet. Et en fait, l'avantage, c'est que quand on a beaucoup de points comme ça, bah, on peut estimer en fait, on peut estimer la pente avec beaucoup plus de points et la moyenner et avoir quelque chose qu'on pourrait rapporter à une dynamique de conductance. Mhm. C'est ça l'idée. Il y a quand même du travail encore, hein, parce qu'il faut quand même lier ça à des flux d'écosystèmes. Il faut se concentrer sur des parties dont on est sûr qu'il y a un vrai couplage sous canopée, au-dessus de canopée. Mais si on travaille en pleine journée, ça peut être intéressant de regarder ça. D'accord. Ok, merci. D'autres questions pour Gabriel? Non. Bah, enfin, je rejoins les autres projets, c'était super intéressant, même si c'était Merci. pas toujours évident à suivre pour nous. Ouais, j'ai essayé de faire. Ouais, On a vu que tu avais essayé de faire un effort de vulgarisation. En tout cas, merci beaucoup. merci. Et on se retrouve la semaine prochaine, en fait. On a un autre séminaire qui sera donné par l'étudiant qui a encadré Alvin et Dany Afif là, sur la mise à jour des chambres, enfin, je simplifie beaucoup, des chambres de culture à la fac. Voilà. Bon, moi, je vous souhaite un bon après-midi à tous. Merci. Merci, bon après-midi. Bon après-midi. Salut. Au revoir.